savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. Symphonie de voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de voir faire tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à cet autre épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois, la communauté de l'industrie automobile entre deux fins de mois, où est-ce qu'on va prendre le temps de s'arrêter, de se déposer, de se rencontrer, d'échanger, d'apprendre, d'être encore mieux préparé pour aller affronter la prochaine fin de mois. Aujourd'hui, privilégié, ça fait 22 ans que je travaille pour l'avoir au podcast. Très content de t'avoir. Carl Boyer, bienvenue, merci. Salut Dom, c'est réciproque. Content de t'avoir avec nous. Je sais que tu travaillais beaucoup ces derniers temps. Là, c'est un petit peu la raison pour laquelle on a décalé notre rencontre. Je veux d'emblée présenter à ceux et celles qui ont eu le privilège de ne pas le rencontrer. Je dis ça de moi aussi. Carl, fait que pour ceux et celles, là, je vais faire un petit résumé. Le Origin Story. Tu es président d'Infra-Info, puis cofondateur de Forceti. Tu as un parcours atypique. Tu as commencé tes études à Lionel Gros, un diplôme de niveau collégial, administration, gestion TI, sécurité informatique. Tu as plusieurs attestations, certifications, comme les cursus Cisco, Microsoft, sécurité, serveur. En plus d'avoir complété des études en assurance, tu as travaillé pour des entreprises privées qui a touché au niveau des secteurs policiers, ferroviaires, les collèges privés. Et dans le domaine militaire aussi, où est-ce que tu as été technicien de banc supérieur, j'ai appris, c'était faire le lien entre les projets d'ingénierie et la production. Puis tout ça, tout en étant musicien, coach de hockey, papa, 4 enfants à la maison. Après ça, tu es parti à ton compte, Infra-Info, un pionnier dans la gouvernance digitale au début des années 2000, avec le monde des TI, de la sécurité informatique, mais aussi avec les solutions d'analyse, de gouvernance de données. Puis avec ton approche digitale, qui lie le physique puis le digital, tu permets de mieux comprendre, puis de sécuriser, puis de gérer l'information. Puis c'est un peu dans ce courant-là qu'on s'est rencontrés il y a un peu plus de 5 ans avec des clients communs, après à se connaître, puis déjà dans les premières conversations, tu me parlais que les données, soit numériques ou physiques, bien, ça nous raconte des histoires, ça laisse des traces sur le parcours, ça révèle des opportunités. Il y en a qui font quelques dollars avec ça. Justement, il y en a qui exploitent mal, des fois qu'ils sont un petit peu trop opportunistes. Ils ne réfléchissent pas trop aux impacts, au respect, au consentement, puis même à la nécessité. Avec Infra-Info, tu accompagnes tes clients, les cartographies digitales pour la gouvernance des renseignements personnels. Tu mets en lumière ce qu'on ne voit pas nécessairement au premier regard. Puis c'est avec ce contexte-là que je t'ai rencontré. Forceti, on va garder ça un petit peu pour plus tard. Moi, j'étais au niveau du marketing, essayer de faire du marketing éthique, tout ce qui se passait avec le RGPD en Europe depuis 2014, après ça mis en application en 2018. Loi 25 ici, début 2021. Je fais souvent le parallèle santé-sécurité. Là, les concessionnaires, notre industrie, ce qu'ils ont commencé à vivre, c'est un peu ce qu'ils ont vécu avec la santé-sécurité, c'est-à-dire il y a une nouvelle loi, il faut apprendre, il faut inspecter nos installations, il faut faire un état des lieux. On constate qu'on a beaucoup d'écarts avec ce qui devrait être les normes, puis on fait un paquet d'affaires, d'investissements, de modifications et surtout de formation en continu pour minimiser les risques d'accidents. C'est ça qu'on fait avec la santé-sécurité. On fait tout pour minimiser les risques d'accidents. Puis là, avec la loi 25, les données, les renseignements personnels, ben c'est, hey, on va tout faire pour minimiser les risques d'incidents de confidentialité. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés, Carl, puis, tu sais, je te mets la table un peu de c'est quoi la belle idée ou qu'est-ce qui est jailli de ce constat-là, puis de ces croisements-là des lois, puis de la réalité, puis des technologies dans notre belle industrie automobile? Ben d'abord et avant tout, je veux prendre 2 secondes pour te remercier. Je sais que ton temps est aussi précieux. On a un temps qui est assez occupé.
Donc, de notre côté, il faut comprendre que quand tu relis la bio comme ça, c'est quand même intéressant de voir qu'on a l'impression d'avoir 107 ans. Mais bon, ceci étant dit, ben oui, écoute, on a de beaux défis. Les concessionnaires automobiles ont de beaux défis devant eux. On est conscient que l'environnement dans lequel on gravite est un environnement qui, en ce moment, il y a certaines pressions politiques qui sont vues, qui sont présentes. Puis, on ne peut pas négliger ce qui se passe. Par contre, d'abord et avant tout, il faut comprendre qu'il y a eu une genèse de toute l'historique pour laquelle on en est rendu là aujourd'hui. Puis cette genèse-là, il faut comprendre qu'il y a une méthodologie sur laquelle on s'est penché pour en arriver à avoir une cartographie. Oui, effectivement, mon parcours atypique a fait en sorte que, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à des endroits qui m'ont amené à faire l'acquisition de connaissances et de compétences dans différents secteurs d'activité. Et le secteur automobile, je l'ai déjà mentionné dans un podcast précédent, est un secteur qui est très particulier. Est un secteur particulier parce qu'il y a un historique en arrière de ça qu'on a déjà parlé par le passé, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on constate un peu les impacts autant positifs qu'il peut y avoir, mais autant les impacts négatifs qu'il pourrait y avoir aussi. Ceci étant dit, cette genèse-là, il faut comprendre que dans le domaine automobile, quand j'ai commencé, on s'occupait des parcs informatiques, on s'occupait des concessionnaires automobiles au niveau de leurs différentes infrastructures, mais on les accompagnait aussi en consultation, en formation aussi. Et ça a fait en sorte qu'une bonne journée, dans les années 2015-2016, on s'est mis à fignoler des outils pour être en mesure de pouvoir améliorer un petit peu le côté marketing qu'il pouvait y avoir chez le concessionnaire. Et ça nous amenait à avoir une certaine réflexion sur jusqu'où on peut aller avec ce type d'outils-là. Jusqu'où on peut pousser notre expertise et d'arriver à des fins qui, pour certains, peuvent porter à réflexion parce que ça touchait directement les analyses comportementales et le profilage. Et ça vient un peu de là, la méthodologie, cette genèse-là du domaine automobile. En 2018, j'ai eu le privilège d'ailleurs de rencontrer Maître Chassigneux, qui est vraiment une sommité en la matière au niveau de la protection des renseignements personnels. J'ai eu le privilège de discuter avec Maître Derico, qui aujourd'hui était préalablement chez Langlois à ce moment-là et chez KPMG maintenant, où il y a eu à soumettre une analyse et des avis juridiques en lien avec les outils qu'on avait fait à ce moment-là. Et ça a fait en sorte qu'on avait décidé de prendre la démarche parce qu'on était en démarche concrète avec un manufacturier pour nos outils et on se devait faire cette analyse-là pour mieux être en mesure de déployer, mais de mieux comprendre aussi ce qui se cachait derrière cet outil-là. Je peux me permettre, Carl, là, puis tu le sais, hein, on est habitué, on a plusieurs conversations. Pour mettre en contexte les gens, là, c'est que tu faisais du marketing, tu allais chercher le maximum que tu pouvais avec les données, ce que les consommateurs, les sites web ou autres, toujours dans la limite de la légalité. Puis déjà, tu étais préoccupé, je vais le dire, puis c'est une bonne chose, par faire valider. Hey, est-ce que ce qu'on fait, c'est éthique, c'est légal? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Et ça, dans ce que moi j'appelle affectueusement le chaos organisé dans notre industrie, où est-ce que c'est complètement, je vais dire, défragmenté, explosé, ça ne communique pas. Et en plus, il y a un grand retard technologique, de compétences et de connaissances. Fait que tu arrives dans cet environnement-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de cow-boys. Ça m'amène là. Il y a beaucoup de gens qui profitaient de ça et qui capitalisaient là-dessus. Puis déjà, tu étais dans hey, je peux-tu faire du bon marketing? Je peux-tu générer de la valeur aux clients, aux concessionnaires, avec les données, mais en le faisant de la bonne façon? C'était déjà à contre-courant, puis tu avais déjà un double défi parce que c'était pas populaire. Non, mais c'est exactement. Puis tu sais, dans la complexité juridique qu'il y avait à ces moments-là, puis les enjeux qui étaient éthiques sur le projet, il y avait une décision stratégique qui devait être prise. Puis comme tout entrepreneur, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te poses la question, puis tu te dis, est-ce que je veux aussi que mes enfants aient à vivre ça? Tu l'as mentionné tantôt. Tu veux
est-ce que tu veux que les générations qui vont suivre aient à subir ça? Et les avis juridiques ont été fort clairs. Là. Il a fallu, malheureusement, puis tu m'excuseras le terme, mais jeter le bébé avec l'eau du bain, avec tout ce qui se passait du côté du RGPD en Europe. Et c'est là que ça nous a porté à avoir une réflexion et de dire, ben, est-ce que de notre côté, on peut user de nos connaissances, nos compétences et aussi user de tous les conseils qui nous ont été amenés dans cet avis juridique-là et cette démarche-là, dans cette analyse technique et cette analyse aussi des facteurs qui étaient relatifs à la vie privée. Qu'est-ce que ça peut nous amener et comment on peut transposer ça dans les secteurs d'activité dans lesquels on est. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu une approche qui était vraiment spécifique et on a décidé de revoir dans quel contexte la cartographie qu'on connaît aujourd'hui, avec cette analyse-là, peut faire en sorte que les concessionnaires automobiles puissent aller ailleurs et mieux comprendre l'environnement, l'écosystème dans lequel ils sont, les interactions, les points de contact, tout ce qui peut avoir un impact significatif sur les renseignements qu'il peut y avoir dans une organisation, sur les données, autant en interaction avec un fournisseur, avec un client, avec un employé, et comment on peut faire en sorte, dans un écosystème défragmenté et fragmenté par secteur, on peut faire en sorte qu'on puisse décortiquer ça, arriver à cartographier cette information-là et faire en sorte de comprendre la gouvernance du concessionnaire. Donc, il y a quand même une réflexion en arrière au-delà de la théorie. Là. Elle est énorme, puis je veux prendre une pause aussi parce que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce que tu avais fait, puis moi, je veux le résumer comme ça. C'est que tu faisais déjà un peu, je vais dire, cartographie digitale, ça veut dire, écoute, je m'en vais, puis j'essaie de voir tous les points de contact qu'il peut avoir. Où est-ce que ça circule? Qui fait? Où est-ce que ça se promène? C'est quoi qui se promène? Digital, physique, numérique. Puis tu faisais ça dans l'écosystème du concessionnaire qui est défragmenté, qui a plusieurs morceaux. Puis c'était de comment je peux capturer le plus de renseignements personnels pour faire du marketing avec ça. Puis là, sans aller dans les détails de l'outil que je trouve assez exceptionnel que tu avais développé, mais c'était hey, je crois que le client va soumettre un lead, on était rendu. Fait que tu as une analyse, tu as fait un travail de compréhension de l'écosystème pour faire du marketing. Puis là, du jour au lendemain, tu dis, hey, cette connaissance-là que j'ai, je viens de scanner tout ça, je viens de comprendre cette bibite-là. Comment je peux l'utiliser pour aider le concessionnaire à reprendre le contrôle, prendre connaissance pour se protéger que les lois, puis les changements de loi, puis les responsabilités qu'il y avait. C'est assez spécial, le pivot, qui n'est pas 180 degrés, mais en bonne partie, mais de l'amener à comment on peut utiliser ces connaissances-là pour aider les concessionnaires. Mais tu sais, c'est ça. Donc, à partir du moment où on a constaté qu'il y avait plus de 110 points de contact d'interaction, puis qu'il y avait 17 axes qu'on pouvait prendre puis qu'on pouvait décortiquer, on s'est rendu compte que dans un concessionnaire automobile, vous comprendrez qu'on s'est déjà penché sur la question puis on a discuté ensemble de ça. C'est pas une firme comptable ou puis tu sais, je ne dénigre pas les firmes comptables ou un dentiste. On s'entend qu'il y a des points de contact dans un concessionnaire automobile. On part du concept où il y a un parcours client qui se fait dans la concession, qui achète ou qui n'achète pas. Par la suite, il y a tout le service après-vente, il y a toute la partie du financement. Il y a différents points de contact qui sont là où il y a une interaction d'un humain avec humain à humain, donc humain-machine. Il y a énormément d'informations qui circulent. On en a déjà parlé par le passé. Et de dire quelle méthodologie on peut appliquer. Et il y a des normes et conventions qui existent dans le domaine des technologies de l'information depuis maintes et maintes années. Et c'est sur là-dessus aussi qu'on s'est penché à se poser la question, est-ce que les conventions qui sont applicables au niveau de la gouvernance dans un concessionnaire automobile sont décentes? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Exactement. Est-ce qu'il y en a? Et là, le seul moyen qu'on pouvait être en mesure d'arriver à des résultats qui étaient concrets, c'était de faire en sorte qu'on puisse partir de l'humain vers la machine, vers les systèmes, en identifiant les points de contact critiques que j'ai mentionnés tantôt, et de dire, documenter qui fait quoi,
avec quel outil, à partir de quel point, d'évaluer les risques qui étaient relatifs à chaque traitement, d'évaluer, y a-t-il nécessairement une nécessité derrière ça dans la collecte d'informations, parce qu'on avait la fâcheuse maladie, et non pas simplement dans le secteur automobile, mais dans d'autres secteurs d'activité avec lesquels on travaille, de dire, ben, on va tout garder, on ne prendra pas de chance. On a toujours fait ça, Carl, parce qu'on n'a jamais été mal intentionné, on n'était pas informé. Non, c'est ça. Mais je vais en prendre le plus possible, me remplir le plus de cases possible de renseignements. Ça va m'aider, là. C'était pour une bonne intention. Parce que c'était nécessaire. Là, il y a d'autres connaissances, mais je vais revenir à un point, ce que tu as dit, puis ce chaos organisé-là, puis c'est là, je trouve, une complexité, parce que tu as parlé des parcours clients. Tu sais, des fois, je vais arriver, un dentiste, je vais avoir un parcours client. J'en ai un. Dans un concessionnaire, j'ai plusieurs possibilités de parcours client parce que j'ai des silos, plein de départements. Fait que je peux avoir des parcours clients aux pièces, des parcours clients aux services, dans le neuf, dans l'occasion, à la carrosserie, aux finances. Fait que c'est comme plusieurs entreprises en une. Il y a une multitude de parcours clients. C'est assez impressionnant quand tu fais le tour de ça. Exactement. C'est des micro-entreprises, puis on s'entend que souvent sont gérés par les différents directeurs de ces départements-là qui vont se doter d'outils qui ont été spécialisés pour le service, pour les ventes, pour le marketing, pour l'administration. Et ce n'est pas toujours des outils qui vont se parler entre eux. Donc, il y a vraiment une défragmentation de l'information qui est faite. Et des fois, ben, on est en mesure de constater qu'on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. C'est impossible de le faire. Donc, de notre côté, il fallait se doter d'une méthodologie qui nous permette de partir de l'humain et de remonter vers la machine et de comprendre qui fait quoi et avec quel outil, à partir de quel point, puis d'être en mesure de pouvoir regarder du niveau local, donc de l'interne du concessionnaire vers l'externe, qui ce soit les fournisseurs, les manufacturiers, les partenaires, les sous-traitants, les différents intervenants aussi au niveau des employés, parce qu'eux aussi, les employés ont des droits. Donc, il n'y avait pas mille et une façons d'interpréter cette méthodologie-là. Il fallait la décortiquer, de rentrer en profondeur. Et on s'est fait reprocher à maintes et maintes reprises qu'on allait trop loin. Mais aujourd'hui, tu le sais, Dominique, il y a eu de belles choses qui nous sont arrivées dans les dernières années où on a soulevé des points qu'on avait soulevés préalablement il y a de ça quelques années. Puis, on avait l'air moins fou que l'on le croyait. C'est normal parce que, tu sais, on est là-dedans à temps plein. Puis même en étant là-dedans à temps plein, ça va vite, ça bouge vite. Puis, pour avoir été concessionnaire de l'autre côté, quand je suis concessionnaire, j'ai mes 15, 20, 25 fournisseurs, que tous les contrats que j'ai signés avec ces fournisseurs-là, là, de 20 pages, je n'ai pas lu les 18 dernières pages, Carl. J'ai lu c'est quoi le service que tu m'offres, comment que ça me coûte par mois, c'est quoi la durée de l'entente, puis pour sortir. Mais qu'est-ce qui se passe, puis les données, puis les responsabilités, je n'ai jamais regardé ça. Fait que là, j'ai un écosystème comme concessionnaire. Puis tu l'as dit, j'ai plein de plugins un peu au service pour les rendez-vous, les pièces pour les pneus, les pièces pour le manufacturier, le crédit. J'ai plein d'affaires presque obligatoires pour fonctionner. C'est un chaos organisé. Ça marche, mais il ne faudrait pas trop que ça brise. Puis, comme concessionnaire, je n'ai pas le temps de comprendre ça. Je n'ai pas le temps de m'arrêter à ça parce que j'ai tous les défis de gouvernement, de subvention, de manufacturier, de clientèle, d'employés. Fait que c'est quelque chose qui est invisible, qui n'est pas populaire. Puis là, on est là qu'une bonne compréhension depuis les débuts. Dire, hey, voici, il va falloir faire beaucoup d'affaires. En plus que ça fait peur, parce qu'il y a un grand écart. La compréhension n'était pas là. Tranquillement, ça commence à se faire. Puis comme tu dis qu'il y a des documents, il y a des références, il y a des sources externes qui viennent valider le processus. Là, on est juste content d'avoir fait les bons choix. Puis c'est surtout en ton nom que je parle, d'avoir fait les bons choix de on va se compliquer la vie, mais on n'a pas le choix parce que c'est l'industrie automobile. Puis tu sais, tu l'as dit, partir de l'humain, c'est la partie bien importante. Puis les gens de l'extérieur ne comprennent pas ça. Ma femme qui travaille pour une banque, si j'ai à scanner, faire un scan, vérifier une banque, beaucoup plus facile, faisable même, versus un concessionnaire. Fait que le concessionnaire, si je ne pars pas
du brick and mortar, des humains, de tous les points de contact, le papier, le physique, puis qu'on ne remonte pas ça en haut avec les fournisseurs, c'est là la complexité, mais c'est là qui est l'importance de faire le travail. Puis c'est là le plus important, puis c'est là que c'est le moins compréhensible pour le dealer. C'est un gros défi d'éducation. Ben oui, puis d'arriver à être capable d'opérationnaliser la gouvernance dans un concessionnaire, pas juste de rédiger des politiques puis de numériser l'environnement, d'avoir une approche qui part du point de contact humain puis de s'en aller vers les technologies, avant d'intégrer les technologies plutôt que et de faire l'inverse. Ben, dans cette démarche-là qu'on fait de la cartographie, on le sait, il y a différentes contraintes qu'il peut y avoir. En tant qu'entrepreneur, on le sait tous, là, on a la réglementation au niveau des droits du travail, la fiscalité, les obligations, la langue, l'affichage, la protection des renseignements personnels, puis j'en passe, le Code civil, la protection de la loi sur le consommateur. Il y en a maintes et maintes règles qui s'appliquent et qui sont là, mais pour être en mesure de pouvoir être capable de se structurer dans un environnement, il faut comprendre qu'un concessionnaire automobile doit malheureusement, si ce n'est pas déjà fait, d'arriver à rendre opérationnelle sa gouvernance et de structurer ça de façon significative. Puis, d'avoir des contrats avec l'ensemble de ses employés ou des ententes de confidentialité ou d'avoir des remises volontaires ou d'avoir des documents qui établissent vraiment les rôles et les responsabilités de chacun dans l'organisation. On s'entend, ce n'est pas une boucherie locale, là. On parle d'un concessionnaire automobile où l'importance des renseignements qui se retrouvent à l'intérieur doit être protégée de façon efficace, autant au niveau des technologies, mais protégée aussi au niveau efficace de l'humain qui interagit avec ça à longueur de journée. Puis pour ça, il faut comprendre les processus internes pour en arriver à avoir justement une gouvernance qui est saine, puis d'établir les rôles de chacun et de dire, aujourd'hui, dans notre organisation, nous sommes fiers de dire que nous sommes structurés, nous avons une bonne gouvernance, nous avons la documentation qui vient démontrer qu'on n'est pas négligent dans ce qu'on fait. Parce que c'est surtout ça, on n'est pas négligent dans ce qu'on fait. Minimiser les risques, un peu comme santé, sécurité. Tu sais, je vais faire le parallèle, ça revient souvent là, mais comme concessionnaire, qu'est-ce que je fais avec la santé, sécurité? Tu sais, je fais tout ce travail-là pour... Je n'ai pas de négligence. J'ai fait tout ce que je pouvais. Un accident peut arriver ou un incident peut arriver, mais si j'avais fait tout ce que j'avais à faire, c'est là que je suis protégé. Mais le travail nécessaire, Carl, pour arriver là, pour un concessionnaire, de dire, il faut que je fasse le constat, il faut que je comprenne mon écosystème, tous mes morceaux, je comprends où est-ce qu'il y a des renseignements personnels. Après ça, quand je comprends tout ce que j'ai à faire au niveau RH, le travail semble colossal pour un concessionnaire. Effectivement, ça semble colossal. Par contre, je te dirais qu'avec la méthodologie qu'on a, et tu sais, c'est sans prétention, avec la méthodologie qu'on a développée pour en arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui, avec les rapports, on est capable de quantifier ce qui est fait. On comprendra qu'il y a une partie immense du travail qui est fait pour prendre connaissance. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte, puis tu en as été témoin. Tu sais, souvent, on discute avec les concessionnaires, puis on parle avec les fournisseurs de l'organisation. Puis on se met à analyser l'ensemble des fournisseurs qui sont là. Et là-dedans, dans cette organisation-là, tu as des tailgate compagnies qui sont là, Joe Bricole, Joe Desbosses, Éric Pneu, machin, je ne sais pas quoi. Ils ont des outils, ils ont des façons de faire. Ils sont là, ils sont présents dans l'organisation. Puis je cite eux, mais tu as autant des CRM puis des DMS qui sont là dans l'organisation. Puis souvent, à la fin, ce qu'on constate, il nous a donné une liste de fournisseurs qu'il y avait dans son organisation, puis on en a sorti une vingtaine de plus. Parce que dans l'analyse qu'on a faite, au niveau humain puis qu'on a monté, et on leur demande, faites-vous toujours affaire avec tel fournisseur? Ben non, ça fait exactement 2 ans qu'on ne fait plus affaire avec lui. J'ai malheureusement cette information à te donner, c'est que cette personne-là est connectée à tous les soirs dans ton infrastructure et elle vient chercher l'ensemble des informations de ta clientèle. Fait
Je te dis pas qu'ils sont de mauvaise foi. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils sont encore peut-être qu'ils ne le savent même pas. Certains fournisseurs. Mais si dans une organisation, quand un employé quitte, parce qu'on parle d'un processus de pré-embauche, embauche, licenciement, qu'on n'a pas le temps parce que ça va vite, et ce n'est pas une critique envers les concessionnaires, ça va très vite dans un concessionnaire. On a de la difficulté des fois à avoir un entretien téléphonique de quelques minutes avec eux parce que la vie au quotidien va extrêmement vite pour eux. Les périodes de pneus s'en viennent, les périodes de vacances, des employés qui quittent, ils ont des défis immenses. Immense. Exactement, puis tu le mentionnes très bien. Mais c'est pas une critique. Mais quand tu as un employé en pré-embauche, embauche, licenciement, et que cet employé-là, ben, il quitte, ben, c'est malheureux, mais souvent, ça se passe vite, les situations arrivent, on embauche un autre, ainsi de suite, puis on se ramasse, ou dans l'analyse qu'on a faite, on le constate, tu as des employés qui sont là depuis belle et belle lurette, et ces gens-là sont encore connectés. On veut éviter ça. On veut amener une bonne gouvernance. On met en place des choses où on met des pistes de solutions pour aider le concessionnaire à être capable de prendre ça entre ses mains et de dire « Hey, c'est vrai, c'est pas fou la checklist que j'ai de m'assurer que j'ai retiré ses droits adéquatement et quand il a quitté, j'ai fait signer une quittance et il a remis l'ensemble des informations et il s'engage à… pour arriver là, Carl, c'est comme un des objectifs, tu sais, puis c'est important. Puis là, les concessionnaires commencent à le comprendre. Parce que là, avec des exemples de tu as ce que tu as dit, j'ai un employé, conseiller, qui ne travaille plus pour moi depuis 1 an, puis ça fait 1 an qu'il reçoit des leads. Ça, c'est des situations qui arrivent. Donc, au-delà de l'incident de confidentialité, je n'embarquerai pas là-dedans, c'est crime, ta business. Non. L'autre affaire aussi qui est un peu plus sournois, puis qu'on a constaté, puis des fois, on met en lumière, surtout que tu mets en lumière. Par exemple, j'ai un directeur des ventes qui vient d'arriver, ça fait 6 mois. Ben lui, sans trop parler au DG, au propriétaire, il a rajouté un widget qui est un de ses fournisseurs qui génère des leads ou un widget XYZ qui fait peu importe sur le site. Il n'y a pas eu d'autorisation, c'est intégré. Ça peut causer des problèmes, ça peut causer des conflits, ça peut être correct, mais le principe, c'est... Fait que c'est comme si j'avais un mécanicien qui vient dans le shop et qui change le lift, il change des éléments de la mécanique. C'est exactement ça qui se passe. Puis ça, c'est des choses qui se passent depuis toujours. On n'est pas conscient. Et là, tu le fais remarquer. Des fois, tu arrives au concessionnaire, tu as commencé à poser des questions. Oui, là, il y a 22 fournisseurs. Parfait. Tu as fini de faire une petite analyse. Hey, tu en as 7 de plus. Ah ouais? Des anciens ou que tu ne savais même pas qu'ils sont actifs, qu'un autre employé a ajouté ou que ton manufacturier. Fait que juste ce constat-là à la base de, comme concessionnaire, je prends conscience et état de c'est qui mes fournisseurs qui touchent ou qui sont connectés ou qui sont dans mon écosystème. Déjà, ça, c'est un énorme morceau en soi. C'est fou. Les technologies vont extrêmement vite. Puis je l'expliquais dans le dernier podcast là, qu'on a fait ensemble. Là. Il est arrivé l'avènement où les gens, les représentants qui étaient en concession automobile, qui étaient assis en concession, disaient ben, qu'est-ce qui se passe? Le walk-in, ça a diminué. Les gens étaient en ligne. Et les nouvelles technologies ont commencé à se propager dans les organisations. Tout le monde essaie d'amener ses outils, sa réflexion au travers de ça. Tout le monde amène leur expertise puis leur connaissance de leur parcours et ainsi de suite. Puis là, on ajoute. Et les bases qui étaient là initialement avaient mal évolué à certains endroits et nécessitaient un peu d'amour, tu sais, comme on dirait dans le langage. Ça avait besoin d'un peu d'amour. Et là, quand on rajoute ça par-dessus, ben aujourd'hui, on est obligé de prendre des morceaux puis de les défaire pour aller voir c'est quoi le fond de ça. Et c'est pas une critique. Il y a des concessionnaires automobiles. C'est un constat. Gêné parce que ça fait mal des fois de faire ce constat-là. Puis tu as l'impression justement d'être un gars qui critique, mais c'est comme time out. Voici le constat. Voici l'état. C'est pas Jojo. Non, c'est pas beau, mais. C'est pas Jojo ce qu'on fait. Si j'amène mon véhicule à ton garage et que mes freins sont presque finis, là, mais voici l'état. Il va falloir que tu changes tes breaks. Ah, c'est pas le fun, ça va me coûter cher. Je le sais, mais tu les as pas entretenus. Tu les as mal usés. Voici l'état actuel. Fait que c'est un peu le même parallèle, mais l'état, il y a beaucoup de retard. C'est fou. Exactement. Puis, tu sais, je suis hyper intense parce que je suis un passionné, tu me connais.
Je suis hyper intense dans ce que je fais, dans plusieurs sphères de ma vie aussi, pas simplement qu'au travail. Mais je te dirais que je suis toujours surpris de voir que, tu sais, hier, je reçois un appel d'un concessionnaire, un directeur général qui m'appelle et répond à quelques questions que j'avais pour lui. Puis, je lui demande comment ça va. Puis, il me mentionne, ben, il dit, écoute, ça dépend de la note que tu vas m'attribuer pour la cartographie que tu as faite. Ah, ben, j'ai dit, je croyais que ton appréciation au niveau de ta journée était beaucoup plus basée sur le fait qu'on faisait un bon travail que sur la note qui était pour arriver. Et je comprends qu'il y a du travail en arrière de ça, puis qu'il va falloir sans doute qu'il fouille dans ses poches, parce que malheureusement, ben oui, il faut fouiller dans nos poches quand les choses n'ont pas été faites. Puis d'ailleurs, je veux faire une parenthèse avec ça, tu sais. Il y a beaucoup de transactions de concessionnaires qui se font. Et je le soulève là aujourd'hui. Il y a beaucoup de transactions de concessionnaires qui passent d'une main à l'autre. Et je ne comprends pas, encore, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas des analyses qui soient faites en profondeur sur la gouvernance, à savoir, y a-t-il des politiques internes, y a-t-il des guides internes? Ça a une valeur plus considérable dans une organisation pour s'assurer que c'est bien structuré et bien géré avant de prendre quelque chose qui souffre d'obsolescence ou qui est en problématique. Et là, je soulève ce point-là, puis je ne critique pas ceux qui font l'acquisition de ces concessionnaires-là. Au contraire, le plus beau reste à venir. Mais c'est des constats que je fais puis que je me pose comme question, parce qu'en tant qu'entrepreneur, si demain matin, moi, en tant qu'individu, j'avais à faire l'acquisition d'une compagnie, la première chose que je ferais, ça serait d'aller voir directement dans l'infrastructure, de savoir comment c'est organisé, comment c'est structuré, qu'est-ce qu'il y a à mettre comme investissement? Parce que ça part de l'humain en s'en allant vers la machine. Ben, les transactions automobiles, c'est un autre sujet. Ouais, avec les goodwill et autres, mais l'idée est bonne. Je pense que c'est quelque chose qui va venir, qu'à être intégré. Un peu comme, as-tu une fidélité d'employé? As-tu de la rétention? As-tu beaucoup d'accidents de travail? Au-delà des immobilisations, des investissements, c'est quelque chose qui va venir de plus en plus puis prendre une valeur dans les transactions parce que de plus en plus, les propriétaires comprennent aussi que si j'ai deux concessionnaires, A et B, identiques, même marché, même goodwill, même affaire, les données, là où les bases de données et comment c'est propre ou pas, c'est ça qui fait une énorme différence sur la valeur. Meilleur exemple, Dom, on était à la même table, moi et toi, on était à la même table là, avec un concessionnaire automobile, puis le directeur général, c'est 5 concessions là, qui font partie du groupe, 5-6 concessions, et il nous l'a mentionné. Il est parti directeur général d'une autre organisation dans le groupe en soi, et il est arrivé dans cette organisation-là qui fait partie du même groupe, et il a essayé d'implanter des processus internes qui étaient malheureusement infaisables, tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas adapté ce qu'il avait à adapter. Ils sont uniques en leur genre. Les humains derrière sont uniques en leur genre. L'écosystème est unique en son genre. Et il y a tellement de points de contact pour un qui va diverger de l'autre. Et on se ramasse toujours dans une infrastructure et dans un écosystème qui est différent l'un comme l'autre. C'est super important ce que tu dis là. Puis moi, ça a été quelque chose que je comprenais, que je croyais, mais que j'ai encore beaucoup plus assimilé dans les dernières années. Le travail doit être fait pour chacune des organisations que j'ai. Si j'ai 5 concessions, je dois faire une analyse, je dois faire le constat. Je ne peux pas faire des copies-coller. Je le comprends que santé, sécurité, ça se fait dans toutes mes organisations. Là, quand c'est de l'invisible ou des processus, le réflexe est le suivant. Ah, moi, j'ai 5 dealers. On fait toute la même affaire. J'ai les mêmes processus partout. Je vais établir quelque chose là. Je vais le pousser partout. Ce n'est pas la réalité. Puis pour l'avoir vécu, puis beaucoup de témoignages, et c'est à cause des humains, parce que tu vas arriver avec 2 organisations, tu as les mêmes processus théoriques, mais ton directeur des ventes puis d'occasion, lui, là, dans ce dealer-là, c'est le gars de neuf qui est vraiment fort, puis le gars d'occasion un peu moins, ou l'inverse. L'attribution des tâches, les rôles et responsabilités, les processus, tout vient qu'à changer et à s'adapter selon les gens en place. Les réceptionnistes qui font juste du téléphone ou l'autre réceptionniste qui va faire de l'aide à l'escompte pour la comptabilité, les FNI, les livres. Fait que la complexité déjà de l'industrie de concessionnaire automobile avec ses fournisseurs est déjà très complexe. Il y a plusieurs départements
Puis en plus, même si j'avais 5 dealers de même marque dans mon groupe, j'ai 5 concessionnaires totalement différents à gérer. Même Exactement. Si je veux me faire croire que c'est tout pareil, j'ai jamais... Non, puis j'en ai des exemples. Là, on a fait, écoute, on a posé plus de 15 000 questions, là, puis on a rencontré des gens là, dans les concessions là, dans les dernières années. J'en ai des exemples qui pleuvent. On est vraiment dans une situation où, je vais te donner un exemple, il y a des concessionnaires automobiles que c'est les représentants des ventes qui font la partie FNI. Et dans l'autre concession sœur, qui fait partie du même groupe, ben, ils ont leur FNI et leur directeur financier qui sont là. On a d'autres entreprises qui, eux, scannent tout à l'interne comme documentation. Puis il y en a d'autres, ben, que c'est à moitié, aux 3/4. Il y en a un qui il prend sa documentation, lui, tous ses documents, puis il amène ça au centre administratif pour faire scanner ça. Une journée, c'est lui. Une journée, c'est le mécanicien. Une journée, c'est Pierre-Jean-Jacques. Les rôles et responsabilités de chacun changent. Des fois, c'est la secrétaire qui est à l'entrée, qui escompte les véhicules. J'ai le jockey qui se promène entre 2 concessions avec les enveloppes oranges, avec les petites cordes, avec tous les documents, les dossiers. Non, mais toutes ces réalités, tu ris, puis ceux qui comprennent vont rire aussi. C'est comme, on s'est arrangé pour que ça marche. Ben, c'est pas l'idéal. C'est très défragmenté, c'est pas légal, même à certains égards. Ça fonctionne. C'est moral, dans le sens qu'on fait des bonnes choses avec les bonnes intentions. Tu sais, on a souvent, puis je le dis souvent, la réputation dans notre industrie, dans les sondages de confiance, on est les derniers. Les gens ne nous font pas confiance. Puis tabarouette, on est une des industries où il y a le plus de renseignements, puis des renseignements sensibles. Permis de conduire, carte de crédit, demande de crédit, tout ça. Il n'y a pas d'histoire de fraude ou presque. S'il y avait pu avoir une industrie qui aurait pu se pervertir puis prendre des renseignements, vendre ça sur le dark web, faire des business, on n'a jamais été là-dedans. On a été négligents avec les enveloppes brunes ou ci ou ça. Mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de joueurs. Et là, moi, il y a une affaire que je trouve qui est bien importante, le côté de l'indépendance qu'on a, le côté d'être à part. On ne représente pas un DMS ou un CRM ou un manufacturier. On est là pour protéger le concessionnaire, ses clients, ses employés. Puis, je pense que cette indépendance-là, elle a une très grande valeur parce que ça te permet objectivement de... C'est comme un inspecteur en bâtiment. C'est pas ton courtier immobilier, c'est pas ton créancier hypothécaire. L'inspecteur en bâtiment, là, lui, là, il est indépendant, il est là pour toi, puis il va te donner l'heure juste. Ce qu'on veut, c'est l'heure juste, puis c'est l'intégrité là-dedans. Il faut comprendre que souvent, on a une cartographie à faire, puis on cédule une date, puis je me force à dire, et je parle au directeur général, et il dit, qui je dois aviser? Tu n'avises personne. Je ne veux pas que tu avises personne. Pourquoi je ne veux pas que tu avises personne? Parce que les gens, malheureusement, changent leur façon de travailler, façon de faire au moment où ils savent pertinemment qu'on est pour arriver sur les lieux. Et on se fait payer par la concession automobile pour leur dire l'état des lieux réels et non pas l'état des lieux qui a été altéré parce que les individus savaient qu'on arrivait. Tu sais. Et quand on parle d'intégrité, on voulait rester indépendant et on reste indépendant. C'est pas parce qu'on n'aime pas la corporation, c'est pas parce qu'on n'aime pas les manufacturiers, c'est pas parce qu'on n'aime pas cette industrie-là. On les chérit puis on les adore parce que sinon, on ne serait pas dans cette industrie-là. On concentrerait nos énergies ailleurs. Mais il faut comprendre que la raison pour laquelle on reste intègre, c'est que notre validité de qu'est-ce qu'on fait comme travail ne peut pas être altérée et on ne veut pas qu'elle soit altérée par que ce soit des décisions politiques ou des décisions administratives qui datent ou qui sont d'un conseil d'administration ou d'un manufacturier ou peu importe. Fait qu'on essaie d'être très, 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 très discret aussi sur le travail qu'on fait des entreprises parce que c'est confidentiel ce qu'on fait. Les informations qu'on traite, les processus internes, les façons de faire, on ne veut pas étaler ça sur la place publique et c'est pour ça qu'on se fait très, très, très discret dans le travail qu'on fait. Et il y a des concessionnaires automobiles qui, après 3 ans, dans toute cette belle aventure-là qu'on a depuis les dernières années, qui sont sur le point d'aboutir à une bonne gouvernance en matière de protection des données, protection des renseignements personnels, et qui sont là et qui ont entamé le processus parce qu'ils nous ont fait confiance.
Et ces gens-là qui nous ont fait confiance ont réalisé, parce que tu as des gens au niveau de l'administration qui ont réalisé, ben oui, c'est vrai. C'est pas normal que j'aille pas de plan d'intervention en cas d'incident. Ben, si vous passez au feu demain matin, si votre organisation passe au feu demain matin ou a un incident majeur puis vous êtes en panne, c'est quoi le plan? C'est qui que j'appelle? Avec qui j'interagis? Où je retrouve mes informations? Comment je repars la machine? Puis tu sais, je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu avec ce qui s'est passé avec CDK, mais CDK, on en avait parlé, ça fait maintes et maintes reprises de ça, de CDK, dans leur façon de faire parce qu'on les a analysés. Puis ils sont bons dans ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font que ce soit n'importe quel DMS, tout le monde est bon dans ce qu'il fait. C'est des spécialistes dans ce qu'ils font. Par contre, il arrive des situations où personne n'est à l'abri de ça. Puis il y a eu des concessionnaires, puis tu as été témoin de ça. Ouais. On s'est assis à des tables avec des concessionnaires, ils ont perdu des milliers de dollars. Le client se présentait devant eux, puis ils ne savaient pas. Il y en a qui ont fermé pendant une semaine ou deux, ils n'ont pas pu canceller les rendez-vous de service, des employés qui n'ont pas pu être payés, les payes, la comptabilité, pas faire de contrat, pas faire de vente, pas faire de livraison. Puis tu sais, quand ça revient souvent, et tu sais, moi, ça va faire 25 ans dans cette industrie-là, j'ai été 15 ans dealer, fait que je me considère comme, je suis comme ça, tant que ça me fait pas mal, je ne réagis pas. Là, ça commence à faire mal à certains égards. Ça pourrait faire encore plus mal. Puis là, c'est ça qu'on essaye d'éviter aussi. Mais tant que ça me fait pas mal, je ne réagis pas. Surtout quand c'est de quoi qui est invisible. Tu sais, on revient avec l'histoire des breaks. Mais vos breaks sont presque finis. Ouais, mais ils breakent encore. Tu sais, moi, je freine, je roule avec mon auto. Là, ça freine bien. Et là, le mécanicien dit, ouais, mais bientôt, là, ça ne freinera plus. Là, tu vas en manquer. Et là, c'est quand je vais manquer de break que je vais soit avoir un accident ou pas assez près. Là, je vais faire le changement. C'est souvent comme ça. Malheureusement. Exactement. Puis l'humain étant ce qu'elle est, on néglige généralement ce qu'on a de besoin quand on en a réellement besoin. Mais bon, ceci étant dit, on est vraiment dans un mode où je pense que dans les dernières années, et je me tue à le dire, tu sais, Dom, et c'est sans prétention, mais tu as fait un travail de terrain aussi où tu as conscientisé l'ensemble de l'industrie avec les formations, les différentes corporations qu'il y a eu, les différents regroupements, pardon, qu'il y a eu, les sommets. Tu as été présent, tu as amené beaucoup d'informations pour être capable de conscientiser la clientèle. On a cristallisé de notre côté certains points qui étaient beaucoup plus techniques, mais tu as amené ça. Et le but là-dedans, c'est de faire en sorte qu'on devienne une industrie qui est plus forte, une industrie qui est solide, puis qui est capable de se tenir, puis qui va être résiliente. Mais dans des situations actuelles, on ne peut pas se permettre de négliger certains points qui sont nécessaires et fondamentaux. Puis il est arrivé la peste, puis je me tue à le dire, et je le cite, mon ami Ghislain, qui est ingénieur chargé de projet avec nous autres, et la peste est arrivée, et les gens avaient des problèmes de salubrité, et la peste, la journée que ces gens-là ont commencé à mettre un petit peu plus d'énergie sur leur salubrité, leur hygiène et tout ça, ben, ça a fait en sorte que ça s'est estompé. Ben, c'est un peu la même chose. Les technologies sont arrivées, la protection des renseignements personnels, et on ajoute des blocs un par-dessus l'autre. Et cette hygiène-là technologique a été négligée, puis on doit malheureusement reculer en arrière. L'intelligence artificielle, là, écoute, ça va à une vitesse foudroyante. Et là, ce qui se passe, là, il y a des choses qui sont capables d'être mises en place, en œuvre, de générer du code, d'être capable de trouver des failles de sécurité à un point tel que nous, en tant qu'êtres humains, on n'y a même pas réfléchi. Ça va tellement vite. Donc, si on ne fait pas ce qu'on a à faire, c'est sûr et certain qu'on va finir par passer dans le tordant. Et c'est pas juste important parce que non, puis c'est tous les verticaux, hein, parce que comme ce qui est de la loi 25 au Québec, il y a 270 000 PME au Québec, tout le monde a à faire ça. Ça, c'est un fait. Mais tu sais, j'aime ce que tu dis, on n'ira pas tout de suite dans l'intelligence artificielle, mais avec ce qui est à nos portes, en termes de vitesse, d'exponentielle, de transformation, si on ne prend pas le temps, puis là, on est à minuit moins une, là, prendre le temps de s'arrêter, de comprendre
notre écosystème, comprendre nos morceaux, nos composantes, nos fournisseurs, nos processus, comprendre ce qui se passe, de faire le ménage de ça, de reprendre le contrôle de ça, que ce soit mes données, mes bases de données, etc. Il faut que je fasse ça avant de mettre du turbo ou du nitro sur mon véhicule. Exact. Et là, tu as les côtés légaux, tu as les lois, tu as les amendes, tu as la réputation. Tu sais, je le dis, puis si tu as une entreprise, tu es un concessionnaire, Carl, puis tu as un incident de confidentialité avec des renseignements sensibles, permis de conduire, demande de crédit, tu es obligé d'aviser tes clients. Fait que là, c'est un concessionnaire, là, on vit ça, on est obligé d'aviser tous nos clients. Il nous est arrivé un incident de confidentialité, voici, blabla, devrait être correct. Si ça m'arrive 2 puis 3 fois dans mon année, parce que je n'ai pas justement une bonne et saine gestion de gouvernance, des bonnes pratiques, je n'ai pas mis en place ce qui était nécessaire, puis qu'il m'arrive une 2 puis une 3e incident de confidentialité, je vous mets au défi de voir le nombre de clients que vous allez perdre au service. Faire de la confiance. Effectivement. Et tu sais, on en a vu des exemples, puis on en a à chaque semaine, Dominique, tu le sais, là, tu reçois des appels, j'en reçois, on a des discussions qui se prolongent par rapport à ça. Puis, tu sais, un CV qui est envoyé avec l'ensemble des informations sur un site web pas au bon endroit, ça se retrouve dans le CRM, c'est ouvert à tout le monde. Puis, c'est pas juste dans le domaine automobile que c'est ça, là. On retrouve ça dans d'autres secteurs d'activité. On se ramasse dans des situations où il faut qu'il y ait une réflexion qui soit faite. Il faut se poser les questions qui sont nécessaires. Et les questions nécessaires, c'est de savoir c'est quoi l'état de tes lieux. Et quand on est dans une organisation où ça va vite, comme je l'expliquais tantôt, où ils ont des défis, c'est encore plus difficile. Ils ont de la difficulté à se rencontrer souvent entre eux, d'avoir des rencontres de gestion. Mais c'est ça, c'est là qu'on dit mettez un comité en place facile et prenez 1 heure par mois. Asseyez-vous durant votre comité de santé et sécurité, puis prenez un petit bout que vous allez mettre votre comité de gouvernance en valeur, puis vous allez être capable de travailler sur des points précis et spécifiques. Wow, il y a beaucoup de travail à faire. Puis écoute, si je ne commence pas à, dans la mise en application, si je ne commence pas avec un comité d'avoir des rencontres, si je ne me force pas, si je ne m'oblige pas cette discipline-là, comme on le fait avec santé et sécurité. Je ramène toujours à ça, mais hey, combien de formations puis de rencontres on a eu, puis qu'on fait, puis qu'on a encore, puis que. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et ce n'est que le début. Là, on va constater les retards technologiques, il y a des investissements TI. On fait constater, quand on fait les cartographies, il y a des retards au niveau RH, au niveau documentaire. Il y a des retards avec certains contrats, certaines ententes avec des partenaires. Il y a un gros travail, là. Oui. Puis, tu sais, les amendements au contrat, les contrats sont obsolètes, sont désuets. Heureusement, Mike Chesnier a jeté un œil sur des contrats. La partie juridique, ça y appartient. On n'est pas juriste, on n'est pas avocat, on ne donne pas de conseils juridiques. On travaille au niveau de la gouvernance, des pistes de solutions, tout ça, mais on n'est pas juriste. Et c'est important, et ils le comprennent très bien. Quand on arrive avec nos rapports, c'est mentionné à maintes et maintes reprises, et on redirige ça vers les différentes personnes. C'est pas vrai que dans l'organisation, qu'il y a une équipe TI qui est là depuis 15 ans, qu'on va arriver et qu'on va dire ton équipe TI, à moins vraiment qu'elle soit vraiment mauvaise, qu'on va dire l'équipe TI, tassez-les. Ben non, c'est souvent eux qui sont la pierre angulaire de l'organisation. Mais l'une des problématiques qu'on retrouve dans ces organisations-là, puis quand je le parle, puis je ne parle pas des équipes TI, de leur organisation, je parle plutôt de l'entreprise qui va en impartition avec une compagnie externe au niveau de l'informatique. Bien, souvent, il y a un plan quinquennal qui est présenté par l'équipe TI, puis qui amène toute la veille technologique pour expliquer vers où ils doivent aller pour justement s'arrimer avec des conventions, avec le SOC 2, avec la NIS, toutes ces conventions technologiques-là qui existent. C'est toujours le constat, hein? Puis Carl, on l'a vécu, là, justement, dans les analyses, il y a le côté TI, puis là, tu arrives, tu disais, on est engagé, on est mandaté par le concessionnaire pour 25, gouvernance, on veut reprendre le contrôle, fait qu'on veut, bon, on fait notre état des lieux, on va scanner. Dans cet état des lieux-là, il y a toi, le gars de TI, puis là, ils sont sur la défensive très souvent. Et après quelques minutes, quand ils comprennent l'objectif, au contraire, ça devient heureux. Puis, là, c'est un message que je passe à tous les concessionnaires et le gars de TI. Si votre gars de TI, il lève la main depuis 1 an ou 2, puis il dit hey, il faudrait faire à jour, il faudrait mettre ça, il faudrait faire ça.
puis ouais, mais non, puis on repousse, on repousse, on repousse. C'est exactement ce que je disais tantôt, on attend que ça fasse mal. Fait que la majorité des équipes TI sont contents parce qu'ils réalisent que, OK, non, justement, on vient identifier des points qui soulevaient depuis des fois quelques mois ou même des années. C'est une des parties. Fait que des fois, il y a les personnes oui. RH à l'interne, c'est la même chose, puis ils comprennent que tu sais, ce que je dis souvent aussi, Carl, là, le rapport d'inspecteur en bâtiment, tu sais, le côté légal, le côté technologie, le côté concessionnaire, la somme des expertises qui sont nécessaires pour faire un travail complet, c'est comme si je disais, je suis un inspecteur en bâtiment, j'ai un électricien, j'ai un plombier, j'ai tous les corps de métier, des experts, puis on va faire le tour de ta maison. C'est à peu près comme ça que je le vulgarise, puis c'est un peu ça le travail qui est fait. Tu sais. Je vais faire le tour de l'ensemble de toutes tes affaires avec. Puis on n'enverra pas le iRobot faire le tour. C'est l'humain qui va aller voir l'humain et qui va faire le tour. Ah, mais j'aime ça. Attends une minute, j'aime ça. J'y avais jamais pensé, mais sûrement que les inspecteurs en bâtiment, il va arriver une technologie de robots ou d'intelligence artificielle, caméra, lidar ou whatever, radar. Ça ne remplacera jamais pour moi. Ben, je dis jamais. De mon vivant, je ne crois pas que ça va remplacer un inspecteur en bâtiment. Puis moi, je l'ai vécu. J'ai eu plusieurs acquisitions. Il y en a un avec qui je fais affaire. Il y a une expertise. On arrive, on achète une... Ah, ça, c'était le type d'habitation, c'était tel type de constructeur. Dans ces années-là, il y avait eu telle affaire avec le solage. La connaissance, la somme des expertises, le côté humain est extrêmement important dans ces domaines-là. Puis encore plus dans le travail qu'on fait dans l'automobile. Le fait d'aller sur place et tout ça, c'est complètement unique parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité de l'industrie. Et c'est de voir comment il peut y avoir aussi souvent une compréhension qui peut être différente de la direction versus le terrain. Parce que souvent, on va se rendre compte, et dans des situations parfaitement significatives, que le concessionnaire, de son côté, on lui demande « As-tu telle procédure ou tel processus en place ou as-tu de la documentation qui vient… » Oui, j'ai ça. On retourne sur le terrain, on parle à la personne. Et là, la personne sur le terrain dit « Jamais aucune documentation que j'ai vue de ma vie ici qui parle de mon processus ou de ma procédure ici. Il n'y en a pas. » Et là, par la suite, on soulève le point, puis on vient valider, contre-valider, on vient croiser ces informations-là pour dire, écoute, pouvez-vous me le fournir, ce fameux document-là, que j'en prenne connaissance? Vous me dites que vous l'avez. Et là, soudainement, plus de son, plus d'image. Ou à l'inverse, Carl, tu l'as vécu aussi à l'inverse. La direction qui pense qu'il n'y a pas de procédure. Exact. Puis arrive sur le plancher, le directeur, non, on a des procédures. C'est super, ça coche, tout est structuré, mais l'information ne s'est pas rendue en haut. Très important, ce point-là. Parce que c'est un des deux défis qu'on constate. Oui, exact. Ben oui, puis c'est pas négatif, là. Ouais. C'est positif de voir qu'il y a une amélioration qui peut être faite parce que le message qui part d'en haut et qui s'en va en bas. Et c'est pour ça, dans l'accompagnement, tu sais, quand on fait notre cartographie, on va sur les lieux. Oui, on pose des questions, on échange avec les gens, on appelle les fournisseurs. On établit un registre de traitement des fournisseurs pour savoir c'est quoi qu'ils ont entre les mains, qui sont les informations que vous leur transmettez puis vous leur donnez. Parce que souvent, on ne sait pas c'est quoi qu'ils prennent, ces gens-là. Consciemment ou pas, c'est ça que j'allais dire. Des fois, ils prennent les données puis je ne le sais pas. Exact. Et c'est là qu'on soulève des points en disant, ben écoute, avez-vous, dans vos contrats que vous avez avec vos fournisseurs, avez-vous établi les amendements nécessaires pour établir les rôles et responsabilités de chacun? Ben non, c'est obsolète. Ça n'a pas été fait. Comme je t'ai dit, je ne les ai jamais lus, Carl. Tu sais, puis, c'est ça. J'avais la responsabilité, mais peut-être que tous les DG ou les VP ou les gestionnaires vont dire non, moi, je prends le temps de lire toutes les clauses. Regarde, en toute humilité, c'est pas le genre de détails qu'on lisait, le côté légal. On faisait confiance. Je fais affaire avec un gros fournisseur de site web ou de DMS ou de CRM où il y a 700 clients à travers le Canada. Je regarde les 2 premières pages. J'avais la responsabilité de m'assurer de hey, qu'est-ce que tu fais avec mes données? Quelles données tu viens me prendre? Quand tu les amènes chez vous, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est quoi? T'es vendu? Tu me prends-tu juste ce qui est nécessaire comme données ou tu prends tout? Puis on ne s'est jamais posé ces questions-là. Puis là, on a l'obligation de le faire avec la loi 25 parce qu'il faut que je sois conscient et je suis responsable comme concessionnaire
de mes fournisseurs. Fait que là, j'ai l'obligation de faire cet état des lieux-là et il y a des constats qui ne sont pas drôles pour plusieurs. Là. Ouf. Non. Il y a des fournisseurs avec lesquels, tu sais, on a parlé à plus de 200 fournisseurs dans les dernières années. Là. Des fournisseurs autant de caméras, Telgate compagnie, là, compagnie de téléphonie, compagnie de sécurité. On a parlé aux compagnies de TI. On a parlé à des compagnies qui ont des logiciels de pneus. Écoute, on a fait le tour. Imaginable sur les sites web. Puis On a fait le tour. Et la majorité de ces entreprises-là, là, quand elles avaient de la documentation à nous fournir ou quoi que ce soit, aucun problème, Carl, on va te fournir ça. On a ça de façon régulière à fournir pour les compagnies d'assurance. Voilà. Souvent, on se rend compte dans notre analyse, on arrive, puis on remet le rapport, puis là, on constate des points qui sont, soulevés. Le concessionnaire a beau, ou peu importe l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui, j'espère, qui sont à l'écoute, qui sont là, puis en tant que gestionnaire, là, vous avez des assurances cyber-risque, puis des assurances cyber-responsabilité. Ben, pensons-nous réellement que si demain matin, il y a négligence, que la compagnie d'assurance va payer? Posons-nous juste la question. Fait que, Carl, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'admettons, avec santé, sécurité ou mes assurances, si je suis supposé d'avoir mes lunettes de sécurité puis mes bottes à câble d'acier, puis que mes employés ne les mettent pas, je leur fournis même pas, ils n'ont même pas la possibilité d'en avoir, puis ils se crèvent un œil, c'est à peu près ça, là. C'est la même histoire. Okay. Ben, écoute, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que, tu sais, il y a peut-être beaucoup de jurisprudence ou des trucs qui sont là, puis il y a le côté juridique qui s'en mêle, mais il faut comprendre que l'objectif de la cartographie, c'est de soulever les points d'impact qu'il peut y avoir dans la concession ou dans l'entreprise en question, faire en sorte d'analyser ces points de contact-là avec une matrice de risque en disant, écoute, il y a peut-être des points à revoir et identifier parce que pour nous, là, c'est élevé, ça. Il y a une problématique qui est là et qui est présente. Et c'est pas parce que l'organisation puis les dirigeants font pas ce qu'ils ont à faire nécessairement. Ça peut être aussi parce qu'ils ne le savent pas. Oui, c'est surtout ça. Et en échangeant souvent avec ces gens-là, ils prennent connaissance, vont voir, ah oui, tu avais raison, tel truc, tel truc. Donc, on se ramasse avec des assurances cyber-risque, des assurances de cyber-responsabilité qui sont là. Ils ont des demandes et ils ont des demandes qui sont là au sein des contrats, qui sont là, qui sont présents. Et ces demandes-là, ça doivent être respectées s'ils veulent être payés et s'ils veulent faire en sorte qu'ils puissent corriger le tir en cas d'impact. Fait que, tu sais, on est vraiment dans une situation où on touche tous les points de gouvernance, autant au niveau aussi des ressources humaines, de ce que ça peut occasionner, le traitement de l'information. Le processus de pré-embauche, embauche, licenciement, et là, je soulève le point. Les concessionnaires automobiles, ils ont une moyenne d'environ entre 46 et 50 employés, peut-être au Québec, là, selon les chiffres que j'ai pu constater. Là. Mais ça peut aller jusqu'à 110, 120. J'ai vu des concessionnaires qui en avaient une vingtaine seulement d'employés. Mmh. Souvent, on est dans des situations où qui gère les ressources humaines? Puis on a souvent cette conversation-là. Ouais. C'est la contrôleur. La contrôleur, là, c'est une machine de guerre dans une organisation. Ça. Écoute, elle porte des chapeaux, cette femme-là ou cet homme-là. C'est des gens qui portent des chapeaux. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Des fois, donc, trop de chapeaux, hein, on peut le dire. Exact. Mais trop de chapeaux. Et là, tu sais, le processus de pré-embauche, embauche, licenciement, ben, on se ramasse dans des situations où on analyse la situation, puis on se rend compte que, quand on embauche, ben là, on leur pose la question, comment vous construisez votre processus d'embauche? Comment ça fonctionne chez vous, votre processus d'embauche? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux, sortir de l'information sur l'individu en question? Est-ce que vous croisez ces données-là? Est-ce que vous prenez de l'information à partir de tests psychométriques ou à partir de d'autres tests qui ont pu être effectués? Comprendre. Est-ce que c'est de la technologie en arrière qui prend des décisions automatisées? On ne s'est jamais posé cette question-là. Là. Non. Et en soulevant ces points-là, ben souvent, ce que ça fait, nous, on arrive avec la pyramide de risque, puis on leur donne le rapport en disant, voici ta pyramide de risque. À partir de là, c'est pas pour dire hey, c'est vraiment mauvais dans ta concession, ferme tes portes, c'est pas ça. Là. On leur donne la pyramide de risque, on dit voici ce qu'il y en a. Maintenant,
On a un plan d'intervention pour toi. On a un plan d'accompagnement qui va t'aider. Puis c'est là que Forcetti arrive. On a un gestionnaire documentaire qui est là parce que c'est dynamique. Et c'est là qu'on vient dire, avec le plan d'intervention, la pyramide de risque, les mesures correctives, les pistes de solution, les différents intervenants avec qui tu peux faire affaire, puis tu peux interagir. Mais c'est les gens qui sont là, c'est des gens qui gravitent déjà autour de la concession. On n'a pas fait pousser un gars de TI au hasard. On n'a pas fait pousser... On a la non, mais tu sais, ils sont bons, les gars de TI, pour vrai, puis je défends pas, puis je prêche pas pour ma paroisse. Tu sais, c'est arrivé où j'ai vu un beau-frère ou deux là, en cours de chemin. Mais la majorité, hein, j'avoue. La majorité sont solides. Tu sais. Il y a aussi peut-être que dans l'échantillon qu'on a, c'est plus les early adopters. Tu sais, il y a de ça aussi, justement. Il y a beaucoup d'early adopters, oui, effectivement. Qui vont faire le travail. Là, j'avais un point que j'ai perdu, que je voulais t'amener. Vraiment pas trop intense. Non. Non, mais j'avais 2-3 points là, avec ce que tu avais dit, tout ça. Mais entre autres, il y a tous les défis. Oui, en bas, comme ça, non? Les défis manufacturiers, je ne veux pas aller là, mais là, le point m'est revenu parce que ce que tu as dit est super important. En gros, c'est comme si, pour aider les concessionnaires à faire ce qu'il y a à faire, la première étape, je reviens avec l'inspecteur en bâtiment, c'est ça me prend mon état des lieux, puis un rapport avec mes écarts, comme c'est quoi qu'il faut que je corrige, puis pourquoi c'est un problème, il y a tout ça, puis il ne faudrait pas qu'il y ait ça. Fait que ça, c'est la première étape. Puis je me rappelle dans nos premières conversations, c'était on ne veut pas faire de quoi un rapport qui va être tabletté. Parce que de faire un scan, un rapport, puis la partie, entre guillemets, pas facile, mais c'est la partie la plus facile, en le sens que la mise en application. Et c'est là que, moi, je trouve que le bon du travail a été fait, c'est si je prends la réalité de la loi et je l'applique à ma concession, je ferme ma concession demain matin. Il y a tellement de... C'est pas applicable. Donc, comment on peut, avec une gestion de risque, priorisation, dire, hey, voici un plan. Fait que là, c'est comme si j'arrive, hey, j'étais ton inspecteur en bâtiment avec tous mes corps de spécialistes. Là, maintenant, là, je suis quasiment ton gestionnaire de chantier. Là, si tu veux, je peux faire affaire avec ton électricien, ton plombier, tes spécialistes ou les autres. Je peux t'en référer, mais là, je peux te donner un plan pour commencer à faire le travail que tu as besoin à faire pour remettre ça en ordre dans ta demeure. Il y a peut-être des affaires prioritaires, beaucoup plus de risques, la santé ou autre. Fait que c'est un beau 360 de il y a beaucoup d'éducation, je te fais comprendre, on fait le gros scan, mais c'est qu'en plus, je te donne un plan d'action pour aider à exécuter. Puis s'il n'y avait pas ça, ça resterait sur une tablette. Et ça part de l'administration, puis ça descend après ça dans l'organisation. On part de l'humain avec la cartographie, puis on monte vers la machine et vers l'externe. Mais par la suite, le plan d'intervention part de l'administration. Ouais. Et après ça, descend dans l'organisation pour transmettre ce savoir-là et ces connaissances-là. Et c'est à partir de là que, justement, on se rend compte facilement qu'après ça, il y a des employés qui lèvent la main et disent « Hey, tel truc. » Puis là, on a des concessionnaires qui nous appellent « Hey, tel truc. Hein? » Oui. Mais tu sais, on peut peut-être soulever cet exemple-là, puis peut-être certains ne seront pas contents que je soulève cet exemple-là, mais il y a certains manufacturiers qui obligent à avoir les copies de permis de conduire, qui l'obligent pour rembourser le programme fidélité. Eux ont peut-être leurs raisons pour lesquelles ils demandent ça. Eux ont peut-être leur objectif poursuivi. Je ne sais pas pour quelle raison, puis je ne sais pas, je ne le vois pas, mais peut-être qu'il y a une raison pour laquelle ils le demandent. Puis peut-être que pour eux, c'est justifiable, le manufacturier. Mais je le sais que le concessionnaire est pris d'une situation qui est entre l'arbre et l'écorce. Puis il se dit, moi, je ne veux pas en collecter de permis de conduire. J'en veux pas dans mon organisation. C'est un document sensible que je ne veux pas conserver, mais je me ramasse dans une situation où mon manufacturier me le demande. Sinon, je ne me fais pas payer. Ça en est des situations qu'on adresse en ce moment, des pierres qu'on retourne, des dossiers qu'on fait avancer. Mais c'est ça le plus important. Puis ça m'amène à un des points là, qui est souvent les consentements puis la nécessité. Et à bien des égards, parce que j'ai entendu, il m'a tout numérisé mes affaires, là, comme tout ce qu'on fait, là, on va tout numériser, on va mettre ça dans le digital. Fait que je vais m'éviter du problème. Et là, la question de nécessité, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que tous les renseignements personnels que tu as collectés, que tu as, que tu veux numériser, est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Est-ce que le côté nécessité et consentement, là,
t'en vois beaucoup, toi aussi, Carl, des situations avec ça. C'est un danger, c'est un petit piège, ça, pour bien des gens. Écoute, je comprends que la numérisation amène à de la facilité, de l'espace. Il y a beaucoup d'avantages à la numérisation. Mais si tu numérises quelque chose qui n'est pas nécessaire dans ton organisation, ce que tu mets dans la machine à saucisses, c'est ce qui va sortir à l'au bout. Là. On ne se le cachera pas. Si tu numérises de l'information qui n'est pas nécessaire dans ton organisation, puis qu'après ça, tu te ramasses avec ça, libre à toi de justifier l'objectif poursuivi pour lequel tu as ça. Et je te dirais que c'est pas pour rien qu'il arrive ces choses-là aujourd'hui. Moins d'informations que l'on possède entre les mains, plus d'avantages on a et plus d'éloignement on a face aux cyber-risques, puis face aux impacts, aux incidents de confidentialité, de sécurité, peu importe, dans notre organisation. Oh, absolument. Si je veux minimiser les risques, je vais minimiser la collecte de renseignements personnels à la base. Exact. Et ça, tu sais, pour moi, je sais que le consentement, ça en est pour beaucoup la pierre angulaire, je le comprends. Mais si tu collectes tout, puis tu conserves tout... Quand même que j'ai le consentement, l'exemple que je donne souvent dans les formations, Carl, c'est si je suis un client, puis je ne sais pas trop comment que ça fonctionne, c'est mon premier véhicule que je viens acheter, puis là, tu es le vendeur, puis tu dis « Hey, salut, ouais, je veux faire l'essai routier. » Parfait, ça va me prendre ton numéro d'assurance sociale pour faire l'essai routier. Ah, OK, je te le donne. Je te donne mon consentement. Moi, je pense que c'est nécessaire. Je te donne mon consentement. Tu n'es pas légal. Ça, c'est super important parce que même si tu as le consentement du client, si tu n'as pas à la base la nécessité de collecter ce renseignement personnel-là, tu as des problèmes, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est la base. Puis tout ce qu'on fait, c'est pour minimiser les risques d'incidents, minimise les renseignements que tu collectes. Malheureusement, c'est un shortcut qui est pris par beaucoup. On va tout numériser, on va sécuriser. Parce que c'est comme dans les cycles de vie. Ben, oui, c'est plus facile le côté je garde en sécurité, je limite l'accès aux personnes qui en ont besoin. Mais à la base, je ne suis pas supposé d'avoir ça. J'ai un problème. Tu sais, on pose souvent la question, Carl, qu'est-ce qui se passe avec mes serveurs catégorisés, mes données, mes trucs? Microsoft Purview. Ça existe, votre équipe TI sait c'est quoi, là? Votre équipe TI est capable de mettre ça en place facilement et aisément. Peut-être qu'ils vous l'ont proposé depuis quelques mois. Exactement. Mais ça ne partira pas de l'humain à monter vers la machine, ça, là. Mais pas du tout. Tu sais, souvent, il y en a qui, tu sais, on a analysé puis on a fait d'autres cartographies, tu sais, puis on est allé dans un secteur d'activité que je vais éviter, mais que la personne était fière de nous montrer son fichier Excel de toutes les cartes de crédit qu'il pouvait avoir avec la date d'expiration, avec le CSV, le nom de la personne, l'adresse, le code postal. Il était fier de nous montrer ça en nous disant « Regarde, c'est sécurisé. Moi, j'ai mis un mot de passe sur mon fichier dans mon organisation. » Je comprends ce que tu me dis, puis j'entends ce que tu me dis. Mais, tu sais, les banques, là, les tokens de sécurité qui existent avec les banques pour s'échanger de l'information de paiement. Comme le PayPass, quand tu utilises ton téléphone, quand tu utilises ton... Non, c'est des tokens. C'est pas fait en clair. C'est pas fait en clair. Puis, tu sais, quand tu plantes ta carte dans la machine, puis que ça valide la carte aux 57 millisecondes, là, ben, c'est ça aussi. Il y a des raisons pour lesquelles c'est mis en place dans ces conventions-là. Les SOC 2, les NIST, les conventions puis les normes, que ce soit ISO 27001, 27002, 42001, 43043, écoute, je pourrais en nommer 1001. C'est toutes des normes qu'on a prises puis qu'on a analysées dans les dernières années puis qu'on a décortiquées puis qu'on a arrimées avec qu'est-ce qu'on pouvait faire comme analyse. C'est sûr qu'on va large. On couvre plein de secteurs d'activité. Maintenant, on te donne la pyramide et on te dit voici ta pyramide de risque. Jusqu'où tu veux aller avec ça? Jusqu'où, toi, dans ton organisation, tu veux aller? Et tu sais, je me force à dire à un moment donné, ouais, je me suis posé la question, ouais, là, qu'est-ce qu'il y en a, là? Tu sais, je ne veux pas passer mon temps à appeler un avocat. Ben écoute, c'est une excellente, bonne question. Moi, en tant qu'entrepreneur, là, j'ai ma business, hein?
On est copropriétaire, moi, plutôt, Dominique. Là. Tu sais combien ça a coûté d'avocat dans les dernières années et tout ça. Puis aussi en conseil juridique, un paquet de choses. On est dans des situations où, à un moment donné, on a deux choix. Le premier choix, c'est de se dire, est-ce que je prends mes responsabilités Et voilà. puis je fais affaire avec un avocat, puis je pose les questions qui vont m'éclairer, puis qui vont m'amener à prendre la bonne décision. Un peu comme j'ai rappelé dans mon historique, là, quand j'ai parlé des logiciels qu'on avait développés par le passé, puis dire on jette le bébé avec l'eau du bain parce qu'on a eu un avis juridique. Soit ça, ou dire, ben écoute, je ne le demanderai pas, puis je vais assumer avec ma pyramide de risque ce qu'il y en a. Ouais. Tu as deux choix. Tu l'assumes, tu places l'appel, tu regardes. Puis c'est pas pour engraisser des avocats, c'est pas pour engraisser ce système. C'est qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, tu es là, tu gères une business de 120 employés, tu es là dans ton organisation, c'est plusieurs millions de dollars de revenus et plusieurs millions de dollars d'argent généré qui est là dans dans l'industrie en soi. Et là, on est là, puis en tant qu'entrepreneur, ben, c'est pas vrai qu'une business comme ça, on doit négliger la gouvernance, négliger les employés, négliger tout ce qu'il y en a. Il y a une base au moins. Il y a un minimum acceptable que je considère qui doit être là. Maintenant, le minimum acceptable, monsieur le concessionnaire, je vous mets ça entre les mains, c'est à vous de déterminer c'est quoi votre minimum acceptable. Ce n'est pas à moi. Je n'irai pas de ce côté-là, puis je ne me compromettrai pas. Puis tu sais, j'ai analysé là, des collèges privés, j'ai analysé différents secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé, puis c'était toujours la même chose. Je suis là pour faire un constat, je suis là pour amener des pistes de solutions, on est là pour éclairer, d'arriver avec un plan d'intervention, puis après ça, par la suite, dire, écoute, avec ton comité de gestion qui est là, de gouvernance qui est là, tu as un ensemble de mesures à mettre en place, on a considéré qu'il y en avait des élevés, des faibles, qui avaient à être mises en place, laquelle là-dedans qu'on pense, on n'ira pas au département de service. Tu es en train de faire tes pneus. C'est ta période de pneus. Tu veux tuer ton équipe? Tu veux tuer ton organisation? Tu veux briser ta gouvernance? C'est quoi que tu veux faire? Ben non. Le meilleur conseil personnel que je peux te donner, puis ça, c'est un conseil personnel que je te donne, touche donc pas à ton service pour tout de suite. Hein? On va y aller, là, c'est une période tranquille pour les ventes. On se concentre sur les ventes un peu. Totalement. C'est ça, la réalité dans laquelle ils sont. Ouais. Et ils se tournent de l'autre côté puis ils ont des contraintes. Ah, shit, j'ai plus de directeur de service. On l'a vu. On a des clients en commun. Le directeur général, les saisonnalités aussi. Les saisonnalités que tu parles dans l'automobile avec les services, les ventes, tout ça, bien là, tu sais, dans les carrosseries qui sont dans la clientèle aussi, ou le VR, les motorisés, les bateaux, les power sports, qui font partie de la clientèle, on vit aussi la même chose. C'est comme, hey, j'ai une fenêtre là, puis là, on s'adapte, on vient faire le travail selon leur réalité, parce que sur le terrain avec les fournisseurs. Et après ça, hey, à quel rythme je vais devoir faire le travail? C'est là que c'est toi qui vas décider, parce que ton rythme, ben, c'est tes réalités. As-tu des salons de l'auto? As-tu des salons du VR? C'est ta grosse saison, ta saison morte. C'est là que tu as tes outils, puis après ça, avec ton comité, tu peux faire le travail. Ce qu'on se plaît à dire souvent, un marathon de 5 ans qui commence, hein, de 2, 3, 4 ans, parce que ça ne se fera pas en 6 mois, 1 an. Il ne faut pas se faire d'idées. C'est comme, il y a du travail à faire sur moyen. Au-delà, puis je veux mettre ce point-là parce que, je veux amener ce point-là parce que hier, j'ai eu cette discussion-là avec un concessionnaire automobile concernant le partage du numéro de téléphone cellulaire. Puis je veux en parler là parce que c'est frais dans ma tête. Tu sais. Puis là, dans cette logique-là, on me pose la question, ouais, là, écoute, je ne me sentais pas à l'aise. Mon représentant, il est allé voir la secrétaire à l'avant pour dire, as-tu un numéro de téléphone? Là, as-tu le numéro de téléphone cellulaire du directeur qui est en poste? Je veux le contacter. Hein? Tu t'en penses quoi là-dessus? Ben, je dis, moi, ma réflexion, ça reste dans une logique de gouvernance responsable. Et ce n'est pas au niveau juridique. Non. Et il faut se poser la question, habituellement, puis c'est ça que j'ai retourné comme question à la personne. Je dis, moi, je ne te donnerai pas de conseil juridique, je ne suis pas avocat. Je vais te donner juste dans une gouvernance responsable. Quand tu es absent du bureau, que la personne est absente du bureau, est-ce que dans ces courriels, quand tu envoies un courriel,
il y a un courriel de retour qui mentionne qu'il est en vacances et de se référer à telle personne. Et là, il fait signe oui. Bon, mais comment se fait-il que le représentant, à la base, n'a pas été voir cette personne-là? Puis cette personne-là, après ça, par la suite, ben, tu sais, ça a une logique en arrière de gestion. Puis, tu sais, il y a des numéros de téléphone cellulaire, puis ça dépend tout le temps du contexte dans lequel on est. Il y a des cellulaires professionnels que l'organisation paye des téléphones cellulaires aussi. Il y en a qui ont des perdiennes. Puis ça, la là, majorité, au c'est niveau personnel. juridique, Puis je l'ai vécu, Carl. oui. Tu avais ma liste, tous mes employés, tous nos numéros de cellulaire. C'était Ben notre oui. feuille de contact, puis était partagé à tous les employés. Tous les employés avaient le cellulaire des employés. Bien, c'est un enjeu de transparence puis de proportionnalité, de gestion rigoureuse qui est relié à l'information. Et là, c'est de savoir, dans le cadre des activités de l'organisation, comment vous êtes géré habituellement, puis comment vous êtes structuré dans vos processus internes quand quelqu'un est absent. Tu sais, il n'y a personne qui va recevoir un les appel. soirs, les week-ends, s'ils ne travaillent pas, c'est quoi tes Absence règles? prolongée, tout ça. Hein, voilà. Mais juste de ramener à personne, puis il fait, Carl, écoute, c'est pas fou ce que tu viens de me mentionner là. Parfait. Mais là, à partir de là, il y a quelque chose pour être capable de parler à son monde. À partir d'aujourd'hui, de la manière que ça va fonctionner. Une politique ou une procédure. Exact. Puis, Puis, ça n'a pas besoin d'avoir 400 pages. Là. Non, simple. Puis c'est quelque chose qui va être intégré après ça à ce qui est mes documents d'employés lors de l'embauche. Hey, écoute, ici, nous, par exemple, voici, on a soit un chat interne, on a un groupe où c'est les cellulaires ou peu importe, mais tu donnes le choix, tu demandes le consentement. Après ça, s'il arrive quoi que ce soit, tu es en position pour avoir le contrôle puis pas juste subir. Tu n'as pas été négligent, tu as informé tes employés de hey, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on ne peut pas faire, voici les outils. C'est de l'éducation à faire aux employés. Exactement. Il y a un point que j'aimerais peut-être soulever. Ben, ça touche la partie de l'intelligence artificielle aussi. Ben, je voulais me garder ça pour la fin, justement. Oui, c'est un peu dans le temporel, l'évolution. Là, on est rendu avec l'AI. Là, on vient de parler, puis je te fais la part sur l'AI, mais on vient de parler de tout ce qui est avant l'AI, prendre conscience de mes renseignements personnels sur mes clients, sur mes employés qui se promènent, physique, numérique, avec tous mes fournisseurs. Il faut que je prenne le contrôle de ça. Si je ne le fais pas, j'embarque du AI là-dedans. Ou en train de le faire, il y a des outils d'AI. Là, l'AI, il y a plusieurs points. Je vais te laisser aller peut-être avec celui que tu voulais, le premier. Mais c'est plus un risque qu'un avantage, peut-être, en ce moment, à certains égards. Ben écoute, je veux pas me prononcer sur tout ce qui touche l'intelligence artificielle en soi. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des bases fondamentales à garder en tête. Tu sais, là, quand on ajoute dans notre organisation de l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait une structure qui soit mise en place. Puis tu sais, c'est pas... tu peux pas lancer ça de n'importe quelle façon, puis n'importe comment. Puis on ne veut pas se ramasser d'une situation où les employés vont prendre à titre d'exemple, puis là, je vois comme ça, c'est un exemple. La personne qui est en charge du renouvellement pour les véhicules va aller puiser dans la base de données du DMS, puis il va sortir un fichier Excel complètement tout brisé, puis il va prendre ça, puis il va dire hey, j'ai trouvé une patente extraordinaire qui est IA.restructure, machin, .ia, et il va prendre ça, puis il va foutre ça là-dedans. Ah, ça l'a structuré. Où c'est que c'est allé? Par où ça a passé? Qu'est-ce qu'il y en a? C'est quoi? L'information qui sort. C'est tout ça aussi qui va extrêmement vite. Et il doit y avoir des politiques internes, des guides d'employés, des guides d'entreprise. Il doit y avoir des politiques internes avant qu'un employé lève la main et implante quelque chose dans l'organisation. Il doit obligatoirement avoir ça parce que demain matin, il y a tellement d'applications qui sortent sur les téléphones, c'est facile. Hey, ça me sauve la vie. Écoute, des histoires qui sont arrivées, que ce soit, puis là, je ne sais pas si c'est Samsung, je ne suis pas certain, mais c'est une grosse compagnie que les ingénieurs, je pense que c'était pour au niveau du code ou faire des corrections. Fait ils ont utilisé des outils. Il s'est arrivé dans quelques entreprises, puis l'information qu'ils ont mis était confidentielle ou sensible, puis là, ça tombe disponible à tous. C'est arrivé à des grosses entreprises. Quand on est des plus petites entreprises, on a peut-être moins les connaissances, mais c'est un peu ça
le petit juste signal que tu disais, attendez, là. Mais que ce soit de l'intelligence artificielle ou non. Ça, vos données, ils vont où, ils font quoi avec ça? C'est important de le comprendre. Là. Tu sais, c'est de mettre beaucoup plus en lumière l'humain en arrière qui travaille avec des outils, puis de faire en sorte que ce soit un peu encadré, là, que ce soit encadré, je dis un peu, mais que ce soit encadré, puis qu'on n'arrive pas avec un whiz. Puis là, on arrive avec la nouvelle génération des représentants dans les organisations qui ont 19, 20 ans. C'est des natifs que j'aime bien appeler. Ils arrivent avec les appareils comme ceux-là, puis ça travaille à temps plein là-dessus, puis la machine est partie. Puis, tantôt, on parlait du vieux directeur qui amène son logiciel de pricing, admettons, ou qui rentre un logiciel. Là, imagine si tu as une vague d'employés, génération qui arrive avec un paquet d'outils d'intelligence ou autre en parallèle qui rajoutent dans ton écosystème. Mais c'est ça qu'on veut éviter, tu sais, puis se ramasser dans une situation qui ça peut être compromettant, puis que le concessionnaire soit pris d'une situation où après ça, il ait à gérer ça. Puis si ça part vraiment des politiques, des processus, des procédures internes, des protocoles, ça part aussi des rôles et responsabilités de chacun. C'est ça. Puis tu sais, les évaluations des facteurs de risque relatifs à la vie privée, tu sais, puis je parlais de 2018 quand j'avais fait ce travail-là, et on sait aujourd'hui ce qu'il y en est avec certaines obligations au niveau de la réglementation. On a eu à faire ce travail-là, tu le sais, tu étais témoin aussi, puis on a soulevé l'évaluation des facteurs de risque. J'ai fait toute l'analyse technique en profondeur. Mike Chassignou a fait la partie juridique, puis on est arrivé avec un constat où on a dit au concessionnaire en question, voici ce qu'il en est du constat qu'on a fait. Maintenant, c'était pas de dire au concessionnaire, hey, c'est de la merde ce qui a été fait. Le fournisseur, c'est un pas bon. C'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire, ils ont lancé ça, ils ont fait des trucs, ils ont mis des trucs en place. On considère qu'il y a des choses puis des risques qui ont été soulevés, qui sont modérés à aller à grand. Et ça fait en sorte que tu dois considérer ces points-là. Puis c'est à toi de prendre la décision de cette pyramide de risque-là, puis de dire, je vais-tu de l'avant ou je ne vais pas de l'avant? Parce que si t'arrive quelque chose, comment tu vas être en mesure de justifier? C'est quoi la négligence que tu vas avoir eue ou non face à cette situation-là? Fait que le but là-dedans, au niveau des concessionnaires automobiles, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues des fournisseurs, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues dans la CCAQ, c'est pas de mettre des bâtons des roues dans les roues de la CCAM ou des concessionnaires. C'est de prendre le concessionnaire puis de dire, face au client, on veut protéger ton organisation. Face aux fournisseurs, on veut protéger ton organisation. Face aux employés, on veut protéger ton organisation. Et face aux manufacturiers, qui a aussi des responsabilités communes, quand on parle de franchise et tout ça, puis là, je ne veux pas embarquer dans le juridique, on essaie de faire en sorte que tout le monde là-dedans, là, on amène et on élimine le plus d'écarts possible puis les risques. C'est ce qu'on appelle la gouvernance pour nous autres, basée sur des normes, des conventions technologiques, basées sur des réglementations qui sont là. Puis on est épaulé par des gens qui sont là au niveau juridique. On est épaulé par toi aussi, par conséquent, avec Forcetti, qui est la gestion documentaire maintenant qu'ils ont, qui est dynamique, qui permet d'être capable de traiter des registres de traitement de département, qui est capable de faire une évaluation des facteurs de risque relatifs à la vie privée, qui est capable d'établir les rôles et responsabilités et tout ça. Là. C'est là que Forcetti est né. C'est pas comme si, hey, on va essayer de créer quelque chose, là, justement, comme c'est souvent le cas, une belle machine à saucisses, shiny, avec des belles... Non, c'est de par le constat de la nécessité du travail qu'il y avait à faire, l'ampleur du travail aussi. Donc, encore plus l'importance de dire, OK, il faut encadrer, il faut guider, il faut aider avec les étapes. Forcetti est né. Fait que, Forcetti, la compagnie qu'on a cofondée, ben, c'est l'accompagnement complet pour le concessionnaire pour faire son état des lieux, avoir les formations, comprendre, avoir de l'éducation, faire l'analyse en concession physique dans tous les départements, physique, numérique. Là, comme tu l'as dit, c'est pas juste les points de contact, les renseignements personnels, parce que tu as plein de normes et de bonnes pratiques
de la cybersécurité, à ISO, à le post-it avec le mot de passe. Fait que toutes les pratiques. Après ça, il y a l'ensemble des fournisseurs. Ça donne un beau rapport avec les écarts, les actions correctives, le plan d'action, le TTI, les RH, les fournisseurs, tout le monde est intégré là-dedans. Puis j'adore ce que c'est devenu. Forcetti, la plateforme, parce que c'est vraiment, quand j'étais dealer, c'était le genre d'affaires que je voulais. T'sais. Fais-moi quelque chose qui est comme bâti pour moi, par moi, qui est là pour répondre à mes besoins, qui est short and sweet, pas de flafla, pas 10 000 features qui ne me serviraient jamais pour augmenter le prix. L'efficace, le minimum, ce qui est nécessaire, on revient avec ça, mais l'ensemble de ce qui est nécessaire, parce qu'il n'y a pas un coin rond qui est coupé. Puis on le voit avec les concessionnaires qui ont commencé à faire le travail. Ça va vraiment bien. C'est vraiment impressionnant. Effectivement. Puis, tu sais, on a eu des concessionnaires, comme je t'ai mentionné tantôt, qui ont dit « Hey, Carl, ça va me coûter une fortune en avocat. Ouais. On a fait un dépôt de contrat pour tes fournisseurs. Dépose tes contrats à l'intérieur avec que tu aies du temps disponible. Comme ça, quand le contentieux va se concentrer sur ses contrats, bien, ils vont tous les avoir à la même place. La personne n'ira pas s'asseoir dans ton organisation pour commencer à fouiller dans les tiroirs avec toi. Tu sais. C'est l'autre affaire que j'aime, ça. On essaye d'être proactif dans ces opérations-là, puis faire en sorte qu'il puisse y avoir quelque chose qui soit fait, qui soit rentable, qui ait un retour sur investissement. Là, tu sais. J'allais dire, ce que j'aime aussi, là, c'est le côté, comme concessionnaire, j'ai souvent le réflexe de me déresponsabiliser, de déléguer. On a toujours imparti, on a toujours délégué. Puis là, c'est comme ce que j'aime dans le travail qu'on fait, c'est, écoute, tu vas devoir déléguer, parce que oui, TI, etc., légal, tu as différentes expertises, mais tu dois t'impliquer et comprendre pour pouvoir déléguer. Tu ne peux pas juste déléguer sans t'impliquer et comprendre. Impossible. Donc, c'est comme le minimum que le concessionnaire doit faire pour s'impliquer et comprendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il ne veut pas mettre trop de temps là-dedans, mais on lui fait impliquer le minimum de temps nécessaire, il y a une bonne compréhension, puis après ça, il est capable, autonome, par lui-même, ou avec ses partenaires TI, ou ses RH, ou autre, puis tout est fait pour économiser, parce que, par exemple, comme tu le disais, légal, mais là, je fais le travail, je me pose mes questions, je fais mon travail, j'ai une proposition, j'ai une réflexion. Là, quand j'amène ça à mon avocat pour une validation, ben, il y a beaucoup moins d'heures qui est passé parce qu'il y a déjà le travail qui est fait. Parfait, corrige ça, ou adapte ça. Fait que tu as beaucoup moins d'heures à investir que de tout faire le travail. Je trouve que c'est doublement avantageux comme organisation. Oui. C'est un gros ménage qui se fait. Là. Exactement. Puis, l'une des avantages qu'on a énormément de contacts dans le domaine automobile. On reçoit des appels à longueur de semaine. Ouais. Et puis, quand il se passe une situation, et c'est là c'est là la pierre angulaire des points identiques qu'il peut y avoir, puis qu'on est en mesure de dire, non pas tel concessionnaire est arrivé telle patente, c'est pas ça. Là. Mais de dire, on a une situation qui nous a été soulevée, c'est tel point. C'est ça qu'on a répondu, un peu ce qu'on a fait tantôt en parlant là, du concept des numéros de téléphone cellulaire. C'est que le savoir, on partage le savoir qu'on a, puis l'analyse terrain qu'on a faite. Puis c'est là que ça fait en sorte qu'on renforce l'ensemble de l'industrie automobile, dans le cas suivant qui est l'industrie automobile, faire en sorte qu'on devienne meilleur, puis qu'on monte d'échelon. Totalement. Puis ce partage-là, confidentiel toujours, mais le partage de connaissances, moi, ce que j'aime, puis c'est ce que je fais aussi avec Noavic au niveau marketing éthique, c'est, hey, on est tous seuls dans notre coin au Québec. On ne se partage pas, à part les groupes performance, les opérations fixes ou presque, mais il y a beaucoup d'autres enjeux très importants où est-ce qu'on ne se partage pas l'information. Fait que là, on devient une courroie de transmission avec l'industrie. Puis, on a ces conversations-là, puis ces appels-là, beaucoup aussi avec les fournisseurs, avec les corporations, avec les manufacturiers. Fait que là, il y a tous les tiers, 1, 2, 3, puis même des consommateurs. Puis on est en train d'essayer d'aligner ça, de ramener tout le monde à la même table, même conversation, parce que là, on va devoir rapper cet épisode-là, on va s'en faire un autre, parce que, tu sais, je voudrais pas embarquer dans le sujet des... Ben, c'est sûr. Pour des jours. On se parle des heures et des heures à longueur de journée, mais bon. Ça, tous les jours. Mais tu sais, un des prochains sujets, les manufacturiers, le défi en ce moment,
que les concessionnaires ont, parce qu'ils ont un ensemble de fournisseurs, le manufacturier, son constructeur en est un. Il y a beaucoup de travail à faire là parce que la majorité des manufacturiers, leurs maisons mères sont au Canada. Ils n'ont pas la C27 et dans les poubelles, il va être recommencé. Fait que là, on a un petit défi concessionnaire québécois par rapport à nos manufacturiers et nos fournisseurs. On est un petit peu en avant de la parade au Québec avec la loi. Fait que ça serait le sujet d'un autre podcast avec les partenaires des manufacturiers, avec les manufacturiers, tout ça. Mais on fait ce travail-là aussi, je vais dire, d'éducation, puis on donne beaucoup de temps et d'informations aux manufacturiers. Je veux faire une parenthèse. Les manufacturiers, c'est un sujet. Ils sont un peu plus indépendants, même pas mal. Mais les partenaires, la majorité des partenaires québécois qui desservent les concessionnaires, ils sont extrêmement collaboratifs, ils sont proactifs, ils sont bien intentionnés. Depuis plus de 2 ans, il y a plusieurs de ces fournisseurs-là qui m'ont dit « Hey Dom, viens à nos bureaux, viens nous donner la formation, viens vulgariser à mon équipe qu'est-ce qu'il y en est pour qu'on ait une meilleure compréhension avec nos clients concessionnaires. » Je te dirais qu'il y a beaucoup de travail. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a plus de travail qui se fait des fournisseurs que des concessionnaires, mais c'est un peu ça parce que le constat est plus là. Les fournisseurs, les partenaires sont en train d'upgrader leur game, puis leur jeu, puis de se mettre à jour de bonne façon avec ce qui a rapport à la protection des renseignements personnels, puis la loi 25. Là, les concessionnaires sont en train de suivre. On a les early adopters, la vague. Puis on le sait que la journée ou deux qu'il va y avoir une amende, un sujet d'actualité, quelque chose qui va passer, là, tout le monde va paniquer, là, tout le monde va se mettre à « Hey, il faut que je fasse de quoi? » Non, mais on ne veut pas éviter, on veut éviter ça. Là. On veut éviter que le feu soit pris et qu'on ait à gérer ça. On apprécie tellement l'industrie dans laquelle on travaille qu'on ne veut pas ça. On sait c'est quoi le désarroi qu'un concessionnaire automobile puis d'un gestionnaire peut avoir. Puis on l'a vécu, là, tu sais. Il y a eu des situations. Il y a des plaintes actuellement. Il y a eu des plaintes actuellement à la Commission d'accès à l'information, exact. Ouais. Fait que, tu sais, on a vu ces situations-là arriver, puis c'est vraiment pas chouette. Puis on se rend compte que souvent le gestionnaire est dépourvu de situation. Et là, c'est pire parce que tu rajoutes ça par-dessus le lot à gérer. Fait que, tu sais, on est là pour les aider, puis on compte plus les heures, ça fait longtemps. Parce que si on l'avait fait pour l'argent, je vais te dire de quoi. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on aurait continué à utiliser les données pour faire du marketing. Oui. Ça, c'est pas mal ben plus ça, payant. Ça, c'est sûr et certain que ça aurait pu être plus payant, mais j'aurais moins bien dormi, par exemple. J'aurais moins bien dormi. Tu sais, Carl, c'est pour ça qu'on a appris à se connaître, que nos chemins se sont croisés, Exact. qu'on est venu à démarrer, à fonder Forceti, à cofonder ensemble Forceti, parce que les intentions, les valeurs sont là, c'est de protéger l'industrie. C'est ce qui fait aussi qu'on a la collaboration de la majorité des intervenants, des joueurs, des corporations, même une bonne oreille de plusieurs manufacturiers à certains égards. Pourquoi? Parce qu'on est bien intentionné, on est indépendant, on fait des affaires qui ne sont pas le fun, qui ne sont pas sexy, qui sont invisibles, et qui sont nécessaires pour la pérennité, nos modèles d'affaires, les entreprises, l'industrie. Avec ce qui se passe aussi avec la certification de la CCAQ, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui s'additionnent, s'unissent pour élever la confiance des consommateurs dans la transparence. Puis moi, je le dis souvent, les concessionnaires, si on avait été des voleurs là, mal intentionnés avec la quantité de renseignements personnels qu'on a, on aurait eu une tonne de scandales depuis toujours. C'est pas sûr. C'est pas le cas pantoute. On est maladroit, comme toutes les entreprises, parce que tu parles avec des plombiers, des électriciens, des gars de construction, n'importe qui. Les affaires de la loi 25, on a rencontré des fournisseurs dans d'autres domaines. Calix, c'est obscur pour tout le monde. Les concessionnaires ont fait souvent l'actualité, malheureusement. Oui, exactement. Puis ça va vite, les technologies, puis souvent, on ne s'en rend pas compte. Puis je vais soulever ce point-là parce que c'est un exemple qui me vient en tête. Mais tu sais, la personne, la firme qui est là chez le concessionnaire, qui gère les caméras de sécurité, puis les options de reconnaissance faciale sont là, activées dans les nouveaux systèmes parce qu'il a fait une mise à jour, puis c'est pas trop posé la question. Il n'était pas mal intentionné là-dedans. Son but, c'était pas de prendre des informations et tout ça. Mais ce que j'essaie d'expliquer, là, c'est que c'est la même chose dans les systèmes de téléphonie, c'est la même chose dans le DMS, c'est la même chose dans le CRM. Les outils avec lesquels l'industrie automobile travaille est une manne d'informations et de renseignements à l'intérieur. Et c'est
de l'or noir que beaucoup de gens peuvent utiliser à bon ou à mauvais escient. Carl, on va devoir se refaire un autre épisode parce qu'il y a bien des sujets qu'on n'a pas couverts. Il y en a qu'on peut aller plus en profondeur, mais je pense qu'aujourd'hui, une belle introduction, de faire un peu la vulgarisation, le résumé de ce qu'on fait, parce que je me faisais souvent poser la question. Il en entendait parler, Forcetti, la loi 25, mais on n'a pas mis en ligne de site web, on n'a pas fait de marketing, on est, comme on disait, low profile depuis 2 ans. Le travail, la nécessité, mais on a focusé les énergies à aider les concessionnaires. Là, de plus en plus, mettre en lumière, faire connaître parce que le besoin est grandissant. Surtout l'approche qu'on a qui est unique et qui est spécialisée à l'industrie. Je suis extrêmement fier de ce qu'on fait et du comment on le fait et du pourquoi. Ah, moi aussi. Bien content de collaborer avec toi. Je veux te remercier pour ton précieux temps. Là, tout le temps qu'on a passé à faire ce podcast-là, on va le retravailler ce soir pour la business. On va le reprendre. Oui, c'est ça, parce que chaque minute qu'on part, on doit la transposer. Malheureusement, on est là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Carl, merci infiniment. Dominique. Les lumières, les explications, la vulgarisation. Concessionnaires, partenaires, manufacturiers, j'espère que vous avez apprécié, avez appris. S'il y a des sujets... je pense, Carl, tu as une petite question avant de terminer. Ben, c'est pas une question, c'est un point important. Vas-y. Les concessionnaires qui vont prendre le temps de regarder ce podcast-là. Il faut comprendre une chose, là. C'est pas la loi 25, là, particulièrement. Là. On parle, oui, c'est un élément parmi un ensemble. C'est le déclencheur, on peut dire ça comme ça. C'est le déclencheur qui a fait en sorte qu'on en est rendu là, puis que le travail a fait en sorte que c'est de la gouvernance aujourd'hui, de la bonne gestion, des bonnes pratiques, des bonnes normes, des bonnes conventions. On est là pour soulever ces points-là, non pas pour taper sur la tête du monde. Et ça leur fait prendre conscience des avantages qu'ils peuvent avoir après ça par la suite, de ne pas avoir été négligents, mais surtout d'avoir protégé leur infrastructure et leur business. Tu protèges ton or noir, comme tu dis, tes données, ton gold. Tu vas assainir ton écosystème, tes bases de données. Tu vas épurer. Tu vas avoir une meilleure base de données. Tu minimises tes risques. S'il arrive quoi que ce soit, tu es prêt à affronter la musique, la lumière, la caméra, s'il faut, parce que tu n'étais pas négligent, tu as fait le travail. Puis les concessionnaires qui font ça, ils le réalisent. Tu sais, c'est du Kaizen, c'est de l'amélioration continue. J'aime beaucoup les termes chez Toyota, là, les mourous, les pertes. Oui. On fait du Gensi Genbutsu, on va à la source, on va sur le terrain pour éliminer les pertes. Puis le concessionnaire, pour moi, le output, parce qu'il disait, si je mets de l'argent pour des affaires de gouvernance, ça ne me rapporte pas des leads. Oui, parce que tu as fait le travail, tu as ta réputation, tu vas peut-être économiser des coûts en dollars, tu vas peut-être faire un ménage, puis tu vas arriver avec une plus belle base de données pour travailler puis t'occuper de ton renouvellement. Tu vas avoir moins de bruit, tu vas peut-être envoyer moins de publicité ou d'affaires à des gens qui n'existent plus ou qui ne devraient pas être, en plus de minimiser tes risques pour ta réputation. Puis, je termine là-dessus. Oui, loi 25, ça va jusqu'à 25 millions, 4% du chiffre d'affaires le plus élevé des deux. Oui, c'est jusqu'à 100 000 les individus. Les risques qui sont là sont réels, mais la réputation de mon entreprise, c'est ça qui a le plus de valeur. Puis, c'est tellement dur à construire et tellement facile à perdre. Puis on en a vu des exemples avec Sunwing qui, en peu de temps, a parti de... Et, tu sais, c'est plate. Il y a eu des histoires de Calinette et tout ça aussi qui sont arrivées. C'est triste de voir ça, à quel point tu peux passer d'un palier où tu es idolâtré, puis tu te ramasses tu as perdu toute ta crédibilité envers les opérations. Fait que faisons ce qu'on peut faire si on veut améliorer cette industrie. Merci à toi, Carl, encore une fois. Et puis, comme je le disais, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous avez appris, vous avez le goût d'apprendre un peu plus, vous communiquez avec Carl ou mon humble personne. Ça va nous faire un plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute pour cet autre épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois, où vous l'avez constaté, hein, on prend le temps de s'arrêter, d'échanger, d'apprendre, de comprendre, d'être encore mieux préparé pour la prochaine fin de mois. Considérez-vous comme salué. Merci. Faut savoir agir entre deux fins de mois.